vite avec nous pour cette dernière séance, quasi dernière séance du mois, ce dernier vendredi du mois en tout cas. À mes côtés, Kevin Lenouaille, qui est directeur associé chez Avant-Garde Family Office. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Kevin. Grégoire. Et face à vous, Laurent Albi, le responsable de Next Momentum et un des 3 cofondateurs de Caleis 360. Laurent, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Bon, quel mois d'avril, on a le retour en force de la tech qui a tiré les marchés américains, les marchés asiatiques. On a vu un réaffaiblissement du dollar avec des tensions toujours persistantes évidemment sur les taux et le pétrole. La grande question à laquelle vous allez répondre, messieurs, est de savoir si après ce rebond, les marchés ont toutes les chances de s'épuiser à nouveau et de revenir sur une trajectoire plus baissière, ou est-ce qu'au contraire, cette nouvelle impulsion a déverrouillé certains niveaux et certains points de passage qui permettent d'envisager une nouvelle jambe de hausse pour ces marchés d'actions. Mais avant de répondre à la question, quand même, décortiquons un petit peu ce qui s'est passé. Non, voilà, on a 36 minutes, il faut quand même tenir le chrono, Laurent. Non, mais avant de répondre, et pour répondre à cette question, comprenons bien déjà ce qui s'est passé au cours du mois d'avril, avec, vous le dites, Laurent, un très net retour de la surperformance américaine, qui était un schéma qu'on avait laissé un peu de côté depuis quelques mois quand même. Oui, alors, le thème d'avril, c'est anticipation de désescalade. Ouais. C'est ça qui a fait qu'il y a eu effectivement ce retour, à juste titre ou pas, de l'appétit pour le risque, avec donc un retour de la nette surperformance, parce que en mars, il y avait déjà une surperformance des indices américains. Ils baissaient moins que les indices européens. À partir d'avril, on le voit à l'écran, il y a vraiment une progression très très nette et un écart important entre les indices américains et européens. Alors, vous avez tout basé en même devise, hein. Oui, mais j'aurais pu ne pas le faire parce que voilà, il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché des changes, mais bon, je l'ai fait quand même. Ouais. Mais si je ne l'avais pas fait, on serait sur les mêmes taux de variation. Donc, on est quand même sur le Nasdaq 100 à plus de 8% sur avril. On est à 6,5% pour le Russell 2000, dont on salue la performance grâce en partie aux valeurs parapétrolières. Le S&P 500, 4,40% de progression. Et alors, en face, on a en Europe, eh bien, sur avril, un Eurostock 50 à moins 4,5%. Donc c'est un petit peu, ça fâche un petit peu. Moins 5,2% pour le CAC et moins 5,33% pour le DAX. Donc il y a vraiment ce spread. Ça, c'est par rapport au déclenchement du conflit, hein, Laurent. C'est pas sur avril. Hein. Non, absolument. On est bien d'accord. C'est la performance à date depuis le 27 février. Exactement. La clôture du 27 février. Exactement. Mais ça me semblait important de voir effectivement sur la séquence. Mais c'est très intéressant de le voir sur cette séquence-là, je suis bien d'accord. Mais même si on Parce qu'il y a eu un rebond en avril aussi pour l'Europe, hein, quand même. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais le rebond, il a été beaucoup plus timoré en Europe qu'aux États-Unis. En Asie, il a été fort. Taïwan, vous l'avez dit, Kospi à Séoul, le Nikkei, évidemment. Donc voilà, l'Europe est un petit peu à la traîne. Et je pense que c'est quelque chose qui, sur mai, devrait a priori durer. C'est un schéma qu'on retrouve, je pense, et qui peut se prolonger encore peut-être pour le mois, suivant. On va rentrer dans le détail effectivement de ces analyses de marché. Si on regarde ce qui s'est passé du point de vue des valorisations avec vous, Kevin, alors on voit très bien sur votre graphique, alors le de-rating très violent du marché, de tous les marchés à compter du début du conflit. Exactement. Donc à partir du 28 février. Un de-rating qui a été d'ailleurs bien plus violent sur les marchés américains que sur les marchés européens. Oui, tout à fait. Alors on partait toujours d'une zone de comparaison qui était bien plus élevée et on savait effectivement qu'avant ce conflit-là, on l'avait beaucoup dit ensemble, qu'on était sur une zone qui était clairement une zone de tension. En fait, selon comment on regarde ces bénéfices anticipés, peu importe, en fait, le résultat menait à la même chose, c'est qu'on était clairement dans une zone, on va pas dire une zone de survalorisation, moi je suis jamais très fan, ça peut amener à des craintes spécifiques, mais en tout cas des hypothèses de valorisation qui étaient extrêmement élevées, bénéfices, baisse des taux, et donc on se retrouvait avec un S&P 500 en bénéfices anticipés 25-26 fois. Ouais. Et donc mathématiquement des espérances de gains qui étaient peut-être un peu réduites à ce niveau de valorisation. On va même pas montrer les graphiques effectivement de corrélation par rapport aux espérances parce qu'elles sont à vrai dire dépitantes. Ouais. Mais effectivement on se disait et on disait à nos clients attention, ça veut dire que les hypothèses sont très élevées et surtout ça veut dire que c'est très nerveux. Ça peut être nerveux
beaucoup moins à la hausse, mais à la baisse, on n'a pas le droit à l'erreur. Et on avait mis effectivement ce taquet géopolitique en se disant ça peut basculer à un moment ou à un autre. Ce qu'on n'avait pas vu venir à ce point-là, je le précise bien. Pour revenir effectivement sur le mois, on a eu un de-rating qui était très violent, bien entendu, depuis le 27 février, mais on le voit aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse sur le dernier mois, on a quasiment une recovery qui est aussi violente. Ouais. On retrouve quasiment une forme de recovery comme on en avait eu en avril 2025. Sujet pas du tout similaire, bien entendu, on va pas du tout le dire ainsi. Ce qui est important, c'est que si on regarde le marché le plus cher, et on va ensuite aller sur les autres, donc les États-Unis, on a déjà en fait effectivement une reprise de performance et une reprise de valorisation. On revient dans une zone qui est assez tendue, 21 fois les bénéfices. On se dit que là, de nouveau, on va être avec beaucoup de précautions dans le marché. Mais il reste de la place, en réalité, par rapport au début d'année. Ouais. En fait, le marché est revenu à son point le plus haut, il a même redépassé, mais ça vaut moins cher. Pourquoi ? Ça, c'est une excellente nouvelle, on y viendra sûrement après. La micro s'est améliorée, et en fait, on a des augmentations de BPA qui pèsent sur les dénominateurs, mécaniquement. Donc, c'est un faux semblant, et c'est plutôt une bonne nouvelle, en réalité. Ouais. C'est ça qui est assez fascinant dans ce mouvement de de-rating, donc qu'on peut regarder à travers le PER, les prix par rapport aux bénéfices, c'est comme vous dites, les deux variables ont bougé. Les prix ont beaucoup baissé, mais à l'inverse, les espérances de bénéfices, elles, n'ont cessé de progresser depuis le début de l'année et encore à travers le mois de mars. Exactement, absolument. Kevin. C'est ce qui est très intéressant parce qu'on avait un mouvement depuis le début de l'année qui était un mouvement effectivement d'amélioration des bénéfices anticipés. Donc notre dénominateur dans la valorisation, il ne cessait d'augmenter. Donc quand bien même on avait de la performance, en fait, on n'était pas spécifiquement plus cher. Là, on a eu un double effet. Ce que l'on a regardé, c'est que janvier-février, on corrigeait à la hausse, effectivement, les BPA. Sur le mois de mars, alors c'est très disparate, c'est très hétéroclite, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Par secteur, vous dites ? Par secteur, ouais, on le verra tout à l'heure. Mais au global du marché, en fait, on a encore une amélioration tirée par la tech, je spoil un peu, mais on a une amélioration des attentes bénéficiaires. On le voit le là, vaut moins cher. Les croissances bénéficiaires qui sont attendues, c'est pas que c'est solide, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire, on a des trimestres autour de 10-15 en moyenne. Là, le marché s'attend à ce qu'on puisse arriver à des trimestres de progression des bénéfices de 20%, pas en séquentiel, sur un an. Attendu, absolument, sur un an en croissance trimestrielle, c'est assez exceptionnel. Je le précise bien, alors tout ce qui est en doré, c'est le réalisé, en bleu, c'est l'attendu. On reste encore dans des chiffres qui sont pas matérialisés, mais la saison des publications, elle se passe plutôt bien aujourd'hui. On attend la semaine prochaine qui va être très lourde. Sur le T1, en l'occurrence, on va avoir une intégration de guerre au Moyen-Orient. Ça va être très intéressant. Ouais. Sur T2, T3, on n'a pas aujourd'hui de correction des BPA. Et d'ailleurs, les premières guidance qui nous viennent sur les publications, personne ne parle. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui de revue de guidance. C'est peut-être ça qui m'interpelle. Donc c'est plutôt l'absence de révision qui explique qu'on ait maintenu en fait ces anticipations bénéficiaires. Absolument, absolument. En fait, sur le T1, ça s'explique, mais sur le T2, T3, c'est cette absence-là qui prête à confusion, mais qui explique pour partie. Absolument. Je lisais, calcul effectué par une petite banque, Goldman Sachs en l'occurrence, qui nous disait que vous prenez les révisions de bénéfices liées à Micron dans le secteur technologique et à Exxon dans le secteur pétrolier, qui sont les deux secteurs où on a le plus révisé à la hausse. Ces deux entreprises justifient à elles seules plus de la moitié des révisions bénéficiaires qu'on a pour l'année en cours 2026. Absolument. On voit la concentration là aussi c'est la mauvaise nouvelle de ce marché-là. Ouais, c'est ça. C'est une reconcentration et c'est une rotation, entre guillemets, un retour à la normalité, en fait. C'est-à-dire un retour à une normalité de 2025. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'élément gênant de ce marché-là. Bon, on rentrera un peu plus en détail, effectivement, du point de vue sectoriel. Un mot de l'Europe également, Laurent, avec, vous le dites, alors un stock 600, le grand indice large européen, qui vous semble être en difficulté. Et c'est vrai que vous le disiez en introduction, l'Europe a quand même moins rebondi que le marché américain à travers le mois d'avril. Elle a moins rebondi et je trouve que le stock 600 montre, quand on analyse la participation, des signes de vulnérabilité. Alors, je vous ai amené deux graphiques. À gauche, en haut, le stock 600 et en bas, la ligne avancée moins déclin. Donc, en pourcentage, c'est très facile à comprendre. Tous les jours, on va additionner les entreprises qui clôturent au-dessus de la veille et on va retrancher à ce nombre les entreprises qui clôturent en dessous de la veille. Et normalement, quand on a un bull market qui est sain, eh bien, la ligne avancée moins déclin progresse à la hausse avec l'indice en l'occurrence. Alors, ce qu'on voit, c'est que le Stoxx 600 n'a pas réussi à faire un nouveau sommet. Contrairement au S&P 500, premier signe évident, visuel, factuel, qui saute aux yeux, de faiblesse par rapport au S&P. Quand on regarde la ligne avancée moins déclin, elle aussi, logiquement, elle fait un plus haut, moins haut. Bon, tout ça est aligné, il n'y a pas de problème. Ce qui me chagrine,
c'est que on voit la petite moyenne mobile rouge sur le chart du bas qui est cassée par la ligne avancée moins déclin, et j'aurais aimé voir justement cette ligne rebondir sur cette moyenne mobile, comme elle l'a fait en décembre 2025, en janvier 2026, et on voit que la ligne casse sa moyenne mobile. Alors, c'est un signal faible. Ça ne veut pas dire que tous aux abris et que le stock 600 va beaucoup plus baisser, mais ça veut quand même bien dire qu'il y a une carence de participation à la hausse, avec, encore une fois, cette petite vulnérabilité qui apparaît. Quand on regarde maintenant, et c'est encore plus intéressant, à droite, en haut, le stock 600, qui fait son plus haut à 636 points et qui revient à 626. Donc, il fait grosso modo une remontada de 80%. Ces 80% sont faits avec 13% des actions du stock 600. D'accord. Donc, ça, on va en parler tout à l'heure peut-être plus en détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a grosso modo le même pattern sur le S&P. Très faible participation. Sauf que sur le S&P, c'est encore pire. C'est une poignée de valeurs qui ont permis aux indices de recouper leurs pertes. Exactement. Donc il y a deux manières de regarder les choses. Le verre à moitié plein. La bonne et la mauvaise. Exactement. Alors, le verre à moitié plein, c'est de dire, si le stock 600 et le S&P, ils ont réussi à remonter pour le stock 600 80% et puis pour le S&P un nouveau sommet avec aussi peu de valeur, ça veut dire que quand la cavalerie va arriver derrière et que ça va se diffuser, ça va aller beaucoup plus haut. Ce qui se tient comme raisonnement. Ceux qui sont pessimistes vont avoir le discours inverse. Ils vont nous dire, mais si le S&P, le stock 600, ils ont fait des nouveaux plus hauts, qui sont remontés aussi haut, avec aussi peu de participation, ça veut bien dire qu'il y a encore une fois une hyper-concentration et que c'est fragile. L'histoire nous apprend quelque chose quand on a ce genre de schéma ou pas? Alors on peut trancher cette question. Je tranche. Ouais. Alors. Et dans quel sens là pour le stock 600 votre question est excellente. Non, parce que j'ai même pas de question. Mais vous dites en fait de quel côté il faut faire le balancier. Oui. En fait historiquement, il faut il faut avoir une opinion négative. D'accord. C'est un signe de fragilité. Sauf qu'en 2024 et en 2025, on avait fiché. C'est-à-dire que cette hyperconcentration, elle portait. Et que, en fait, même si à chaque fois on criait au loup en disant non mais c'est pas bon, ça participe pas assez, c'est hyper concentré, c'est les mais en fait ça payait et puis ça continue. Et il fallait être dedans. Donc, si l'histoire nous sert de guide, on est plutôt négatif par rapport à ce tableau, mais si on considère qu'on repart dans un round de surperformance de la tech, comme on l'a vécu en 2024 et en 2025. C'est pas gênant qu'il y ait que 10% des valeurs, parce que c'est 10% des valeurs, mais quand on prend le poids de ces valeurs, évidemment, là vous avez un soutien à l'indice qui est énorme. Mais là où il y a un petit bémol, c'est que le stock 600, il n'est pas dans la situation du S&P. Donc ça veut dire que si il y a aussi peu de valeur en Europe, moi ça me gêne. Autant aux États-Unis, je sais pas où mon cœur balance, autant en Europe, je me dis non, ça va pas le faire. Il faut absolument... Et vous le disiez, ça veut dire qu'on est sans doute revenu dans un schéma où l'Europe risque encore de surperformer, là peut-être à horizon du prochain mois en tout cas. Les États-Unis. L'Europe va sous-performer. Oui, sous-performer. Que l'Europe va sous-performer. Absolument. Voilà, on revient dans ce schéma. Alors que le reste du monde se comportait beaucoup mieux depuis quelques mois et quelques trimestres vis-à-vis des Américains, de l'Amérique. Là, vous dites, on revient peut-être dans le schéma inverse. Exactement. En tout cas, l'Europe revient peut-être un cran en dessous des États-Unis. C'est ce que je pense. Vous êtes venu alors avec là un tableau détaillé aussi, Kevin, des performances sectorielles au sein du S&P 500. On peut prendre 2 minutes pour expliquer effectivement ce graphique. Toujours intéressant. Donc il y a 2 périodes, la période depuis le début de l'année et puis la période depuis le déclenchement du conflit avec les clôtures du 27 février. Quel message est-ce que vous retirez effectivement de ce panorama-là ? S&P 500 et stock 500 pour le stock 600, sur l'Europe. Effectivement, alors ce graphique, on ne s'est pas concerté avant, mais on a les mêmes. Il va très bien ensemble. Vous êtes sur les barres en histogramme entre guillemets, c'est la performance depuis le début du conflit. Ça m'intéressait beaucoup effectivement. Et le point où le losange en doré, c'est celle depuis le début de l'année. Et effectivement, on a la même conclusion que celle qui vient d'être donnée par Laurent, c'est qu'aujourd'hui, si le marché a rebondi et repassé au-dessus de son niveau en fait pré-conflit, il n'y a pas de participation. Alors non pas en termes de participation des acteurs, mais des secteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, ce rebond de marché et cette performance de marché, elle ne tient qu'à une poignée de secteurs
Et en fait, en Europe, c'est encore pire. Je vous rejoins là-dessus. Parce qu'en fait, le secteur qui l'emporte, ce sont les énergies. C'est ce que l'on voit de manière très nette. Il y a 6 secteurs positifs en performance boursière uniquement depuis le 27 février. C'est-à-dire depuis le détachement du conflit. C'est extrêmement faible. Sur 19. Oui, absolument. Et ce sont les énergies qui emportent le tout, parce qu'on le voit très bien sur le graphique, les énergies sont quasiment à 12-13% en fait, de performance sur le moment. Tout le reste, vous êtes en dessous des 5%. Circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, quand on rentre dans le détail, si je me le permets, bien sûr, c'est quasiment encore pire, parce qu'en fait, quand on regarde secteur par secteur, vous prenez du stock 600 médias, en fait, c'est quelques valeurs qui se comptent sur la main, c'est Bolloré qui fait toute la performance. C'est le fameux dividende exceptionnel. Et c'est un secteur qui est en baisse depuis le début de l'année. L'énergie, il y a quand même une forme de cohérence. C'est le secteur leader depuis le début de l'année et le secteur leader depuis le début du conflit. Alors ça posera d'autres problèmes sur la valorisation. C'est l'autre sujet malheureusement, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une panne mécanique aujourd'hui. L'énergie prend tout, les autres circulaient, il n'y a rien à voir. Et surtout les moteurs également du passé, ça c'est intéressant aussi. On pense notamment aux bancaires. Les bancaires aujourd'hui sont à la peine. Alors, on a d'autres segments sur lesquels ça s'explique. La santé fait des mauvaises publications, bien entendu. Le segment des loisirs et des voyages, c'est très naturel, évidemment qu'il recule. Mais par exemple, encore une fois, sur les bancaires, qui, on le sait, ont une vraie traction sur le marché européen, c'est un vrai manque à gagner aujourd'hui. On peut regarder aussi, alors toujours intéressant, donc là on a les performances des prix, mais il y a aussi les valorisations de ces 19 secteurs qui composent le S&P 500, de savoir où se situe la valorisation actuelle par rapport à un historique de 10 ans. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce graphique qui est un peu compliqué, mais qui est très clair et très intéressant à lire. Je sais pas, un secteur comme les banques, du coup, on se dit que c'est un point d'entrée pour revenir sur ce secteur-là, qui a été un secteur très fort depuis 4-5 ans maintenant, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Non, on va le faire effectivement tout de suite. Alors, la lecture générale du graphique, c'est de nous dire en fait le marché européen n'est pas du tout cheap. Il n'est pas peu cher aujourd'hui. Certes, il y a une correction de valorisation. On est dans les valos standards historiques. On est dans les valos standards, on a une distribution qui est tout à fait cohérente et globalement, il va falloir commencer à être revenir piqué, on va le dire comme ça. Je retourne sur votre exemple des bancaires. Les bancaires, il faut aller complètement à droite du graphique, c'est l'avant-dernier là-dessus. Ce que ça montre très nettement, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ce qui se fait de plus ample, effectivement de plus haut en termes de valorisation. Par contre, vous êtes très clairement aujourd'hui sur un haut de valorisation qui est très net sur les bancaires. Et donc, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Non seulement le rattrapage, les banques n'y participent pas, mais en plus, on voit qu'elles restent chères. Elles restent chères. Donc, est-ce que c'est un point d'entrée parce que les banques ne participent pas? La réponse est non. Alors, il y a des sujets macro-micro, bien entendu, très naturels derrière, mais non, les participatives d'hier ne participent plus. C'est vraiment le vrai sujet. Il y a un sujet qui est très abordable, et c'est quasiment une tautologie, c'est le segment des voyages et des loisirs. Ça me semble justement quelque peu aberrant, et ça explique aussi... Là, il y a une vraie décote. Il y a une vraie décote. Par rapport à l'historique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit qu'il n'y a pas d'euphorie, entre guillemets, sur ce marché, parce que très naturellement, si on se dit fin de conflit, réouverture du Détroit, mais surtout réouverture de l'aérien, etc., le segment des loisirs, il est peu cher, il est accessible, il est liquide, allons-y. Ça rappelle un peu des schémas qu'on a vécu dans le Covid, au moment de la réouverture. Oui, pourtant, le marché ne le regarde pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le marché passe totalement outre et se focalise en fait sur la micro, sur les bénéfices par action, donc sur la tech, les banques, etc. etc. Bon. Mis à part secteur travel and leisure, là effectivement c'est le troisième en partant de la fin. Alors il y a aussi le secteur des médias traditionnellement très décoté, assez value. Pour le reste, il n'y a pas de décote, c'est pas il n'y a pas de screaming buy comme on dit en termes de valorisation. On est sur les normes à peu près partout, Oui, les médias, on l'a dit, c'est pas intéressant. Pour acheter du Bolloré, chacun se fera son avis, mais en tout cas effectivement c'est trop restreint et peu intéressant. L'énergie est trop chère, les ressources basiques, les ressources primaires sont beaucoup trop chères aujourd'hui sans qu'on ait de révision. C'est vraiment le vrai sujet. Il y a un sujet. Puis même, pardon, je vous coupe, Kevin, mais même des secteurs défensifs, alors qui ont bien profité, des utilities, des télécoms. Ça y est, ça commence à devenir cher. Une Orange, ça commence à devenir cher. Ça prenait encore 3-4% hier. Et c'est exactement ça. Le mouvement est fait. Donc aujourd'hui, on a plus là. Ça explique encore une fois qu'elle ne participe pas tellement au rebond. Il y a un sujet qui émerge, c'est la tech. Alors c'est très vaste. Il y a du SMI, il y a du SML, il y a du ST Micro. Bon, ça, encore une fois, on a des valorisations effectivement qui peuvent encore attirer. Elles sont soit peu chères, c'est toujours les mêmes usual suspects, donc à vérifier, ou alors elles sont en ligne. Je pense à un SML notamment, on est revenu sur des hauts niveaux de valorisation, mais on n'explose pas les niveaux de valorisation, encore une fois, ça peut se regarder. Avec des valeurs cycliques aussi, ça on l'a peut-être oublié un peu dans le secteur des semi-conducteurs, on pourra peut-être en parler, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours un aspect un peu cyclique, même si là on a le sentiment d'un super cycle emporté par l'IA. Bon, venons-en au S&P 500, maintenant qu'on a regardé un peu en détail l'Europe. Alors vous le disiez, si le stock 600 est en difficulté, le S&P 500, lui, se montre un peu plus vigoureux, Laurent, mais pas encore tiré d'affaire.
Exactement. Alors, il est plus vigoureux d'abord parce qu'il a fait un nouveau sommet, ce qui n'est pas le cas du Stoxx 600. Il est plus vigoureux également du côté de la participation parce que cette ligne, en bas à gauche, elle revient sur son précédent sommet, contrairement au Stoxx 600 où elle était encore en dessous. Et ce qui est malgré tout un petit peu préoccupant, c'est que le S&P fait un nouveau sommet, mais que la ligne avancée moins déclin ne fait pas de nouveau sommet encore. Donc, on est en attente. C'est-à-dire que ça peut tout à fait bien se régler, et on a une continuation donc de la progression des flux qui vont alimenter cette ligne, et donc tout est aligné, tout va bien. Ou alors, c'est la ligne avancée moins déclin qui a raison, le S&P qui est allé un peu trop vite, elle n'arrive pas à dépasser sa résistance, et donc le S&P retrace et revient sous les 7000 points. Donc, petit sujet en attente, pour voir effectivement comment ce problème va se régler. Mais il y a donc un petit sujet. Quand on regarde le pourcentage d'actions du S&P qui reviennent sur leur sommet de 3 mois, comme le S&P, qui l'a même dépassé, on est à 7%. Ah oui, encore plus faible qu'en Europe. Alors. Donc c'est très encore plus faible qu'en Europe. Très très faible. Donc ça, là, encore une fois, c'est le même discours que tout à l'heure. Les généraux, pour faire une analogie militaire, ont sonné la charge. Les fantassins derrière se demandent s'ils vont y aller. Ils sont un petit peu hésitants. Ils sont pas sûrs d'eux, etc. Donc problème. Soit finalement les généraux arrivent à rallier les troupes et tout le monde y va et tout va bien. Soit effectivement les généraux ils vont continuer de courir tout seuls et ça pose quand même un petit problème. Donc, même si vous le disiez, en 2025, on a vu les généraux cavaler longtemps tout seuls avant que du secteur la de masse la tech, revienne. Puisque c'est lui le. Et il faut avoir, c'est ça. Voilà. Il faut avoir un avis sur la tech, et j'imagine que dans la tech, il faut avoir un avis sur les Max 7. Voilà. Alors, on peut déjà parler des semi-conducteurs, qui sont vraiment le tracteur qui fait que on a cette surperformance, parce que je regardais avant de venir les Nvidia et d'autres acteurs, plus 50%, plus 70%, enfin bon, c'est juste fabuleux. Bon. Après, il y a les Max 7, qui ont quand même fait un beau rebond. C'est-à-dire que quand on regarde le point bas et le rebond qui... Alors, les Max 7 en tant que panier, 18% de hausse. Donc c'est ça qui permet au S&P de franchir... Depuis le point bas de la guerre ? Depuis fin mars ? Oui, exactement. Donc c'est ce qui permet au S&P de faire un nouveau sommet. Mais le problème, c'est que ces Max 7 qui progressent beaucoup, elles arrivent quand même pas, on va le voir tout à l'heure, à faire un nouveau sommet. Donc, elles aident le S&P. Si elle publie la semaine prochaine un excellent premier trimestre, ça veut dire qu'on devrait avoir une poursuite de la progression. Si elle publie de bons résultats, mais qu'elles ont des guidance qui sont un peu mitigés, il peut y avoir un petit flottement. Troisième hypothèse, elle publie de mauvais résultats, ce qui n'est pas une hypothèse, visiblement. Non, mais donc, en fait, ça reste toujours possible. Mais c'est vrai que vu les signaux avancés qu'on a sur la tech, Pauline en parlait tout à l'heure, les résultats de TSMC, d'Intel, d'autres encore, SkyHynix, etc. Enfin, visiblement, l'enthousiasme et la demande est toujours là. Donc, mais bon, on verra la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine. Donc, pour conclure sur ce sujet, un S&P qui est indiscutablement plus vigoureux, mais je suis encore une fois un peu suspicieux par rapport à ce manque d'entrain sur l'ensemble de la cote, avec une participation qui pour moi est problématique. J'entends. Qu'est-ce qu'on va suivre alors pour répondre à cette question, de savoir est-ce qu'on arrive très vite à une forme d'épuisement du marché qui pourrait le ramener d'ailleurs vers le bas, ou est-ce qu'on est en train de déclencher une impulsion qui permette d'envisager une nouvelle jambe de hausse, alors peut-être une hausse un peu bullesque, peut-être une hausse un peu de fin de cycle, mais on a connu ces moments dans les marchés. Vous avez un tableau de bord là, un tableau de bord du bull market ou pas bull market, oui. C'est ça, Laurent ? Oui. Alors, je pense... C'est dur, hein ? Je pense... En fait, on a vécu un rebond au mois de mars aux États-Unis spectaculaire, avec un momentum débridé. Bon, moi, je pense que ce momentum, c'est fini. Cette vitesse, elle, pour moi, à très court terme... L'intensité derrière nous. Voilà. On ne va pas multiplier par 2 le creux depuis le 30 mars jusqu'à maintenant aux États-Unis. Donc, je pense qu'il va y avoir maintenant une phase de digestion. Et
on peut tout à fait avoir des bons résultats aux États-Unis, mais moins d'entrain à payer dans l'immédiat. Parce que ce que je crois, c'est que finalement, ce rebond du 30 mars, il s'est fait avec peu de monde. Parce que, en fait, c'est les contrariens qui ont payé dans le brouillard le plus complet. Ils ont payé la désescalade, ils ont eu raison. Il y a eu des rachats de short aussi, même. Il y a eu des rachats de short. Mais ce que je veux dire, vous avez raison. Mais en fait, ça a été des rachats de short au départ, ensuite des contrariens qui ont fait des paris. Mais il y a beaucoup de liquidités qui n'ont pas du tout participé, en fait. Et qui s'en mordent un petit peu les doigts. Et donc, je ne pense pas qu'ils vont rentrer tout de suite sur les niveaux actuels. En revanche, ils ont vraiment le doigt sur la gâchette. Et donc il n'y a pas de relais possible, il y a un manque de relais immédiat possible. Moi, je vois bien un mois de mai un peu flottant, histoire de consolider un peu si le marché est très très fort latéralement ou un retracement. Et ensuite, le cash va revenir. Et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Mais si quelqu'un me disait « est-ce que j'y vais maintenant ?» je dirais non. Attendez juin. Attendez au moins la fin du mois de mai, c'est ça. C'est-à-dire que même si c'est de très bons résultats avec les GAFAM la semaine prochaine, moi je pense que ça va pas non plus aller à la même vitesse que ce qu'on a vu au mois d'avril, parce que c'est ça la question, est-ce qu'on peut encore faire en mai ce qu'on a fait en avril? Pour moi c'est non. Alors juste sur le rebond et le bull market, pourquoi j'ai pas une opinion favorable à l'hypothèse d'un bull market? Parce que j'ai encore des non-confirmations. C'est-à-dire que j'ai un S&P qui fait un nouveau sommet, mais j'ai un S&P équipondéré qui n'y arrive pas. Donc ça, c'est quand même, là encore, un signe pour moi de préoccupation. J'aimerais qu'on ait une diffusion des flux acheteurs sur l'ensemble de la cote et pas cette hyperconcentration, même si vous l'avez rappelé, ça peut marcher, mais c'est pas super sain. D'autant plus que je trouve que le contexte de 2026 n'est pas exactement le même avec celui de 2024 et 2025. Il y a quand même cette histoire de capex, de rentabilité, qui n'existait pas à l'époque, où on a... Enfin, peut-être que je vois Kevin hocher de la tête, mais pour moi, je pense qu'il y a quand même plus de problèmes avec ces capex. On a quand même une Fed qui est très trouble sur ce qu'elle va faire. En tout cas, elle ne va pas baisser les taux. Vous dites qu'il y aura des déceptions sur les capex à un moment. En tout cas, on n'est plus du tout dans la même conjoncture que 2024 et 2025 sur ces dépenses d'investissement, cette rentabilité et ces taux qui vont plus baisser. Donc ça, pour moi... une partie de l'histoire a quand même déjà un peu changé. Est un peu différente, exactement. Quand on regarde le S&P 493... qu'est-ce qu'on voit? On voit, et ça c'est très intéressant, qu'il a fait un nouveau sommet. Crève des plafonds, lui. Il a fait un nouveau sommet. Donc ça c'est très positif. Mais on a un problème, c'est que les Mag 7, avec leur formidable rebond de 18%, sont encore en dessous de leur sommet. C'était octobre, c'est ça? Exactement. 30 octobre. Donc, pour qu'on ait un bull market, il faut que les Mag 7, elles repartent comme en 40, vraiment très très fort. Et là, je ne suis pas convaincu qu'elles vont pouvoir le faire. Ça peut rester lourd un peu? Oui, un petit peu. Bon, on verra les résultats. Il y en a 5 sur 7 qui publient la semaine prochaine. On a déjà eu Tesla, on aura Microsoft, Google, Amazon et Apple la semaine prochaine. Comment vous regardez ce marché américain? Alors là aussi, avec la dispersion sectorielle, parce qu'on peut quand même vraiment parler de dispersion là, en termes de performance. On voit des points en haut, des points en bas. Comment vous regardez ce marché américain, ce leadership retrouvé à travers... le secteur de la tech, et dans la tech, le secteur des semi-conducteurs avant tout, Kevin. Non, j'ai d'autres lignées de la tête sur les capex, mais je vous donnais pas tort, c'est simplement, effectivement, ça va être une histoire de Fed, à mon avis, avant tout, mais les capex étaient déjà le problème. Sur le marché américain, globalement, même vu que sur le marché européen tout à l'heure, une très grande concentration. Et en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de rotation, peut-être un peu rapidement, parce que ce terme est à prendre avec des pincettes, mais rotation, quand je dis ça, c'est vraiment le retour à 2025. Oui, d'accord. Qui sont les locomotives, je vous rejoins tout à fait, de ce marché-là. On les met toutes dans le même panier, effectivement, après on peut le regarder secteur par secteur, c'est la tech et les banques. Par contre, là, c'est l'exception américaine, c'est que les banques suivent encore. Les énergies, en fait, je les ai pointées ici, là aussi, en bleu foncé, elles ne participent plus, en fait. Le mouvement s'est fait en janvier et février. À vrai dire, ça s'est fait sur le Venezuela, sur d'autres raisons également, et sur des BPA largement revus à l'avance. Donc, ce que l'on dit ici aussi, c'est que globalement, le marché est tech. Je vous rejoins tout à fait sur cette nouvelle concentration du marché. Ça m'inquiète pas spécifiquement, parce qu'encore une fois, pour moi, les généraux comptables suivent. C'est ça qui est la bonne nouvelle de ce point de vue-là. Il va falloir avoir une confirmation la semaine prochaine, qui est
globalement hyper décisive, on va le dire comme ça, sans vouloir faire monter le suspense. Mais est-ce qu'elle n'est pas déjà pricée ? Elle est déjà pricée. Si elle a la confirmation, pour moi, le mouvement ne va pas s'éteindre. Alors, est-ce que la vitesse du mouvement, cette force que vous évoquiez, elle va se maintenir ? Je pense que non, parce qu'effectivement, on avait beaucoup moins de participation, on avait des valorisations qui étaient moins tendues, on avait les poches pleines, en fait, pour le dire différemment. On ne les a plus, très clairement. Par contre, est-ce qu'on va stopper le mouvement, une nouvelle rotation, voire une cassure ? Aujourd'hui, on n'achète pas cela. On dit simplement, oui, effectivement, ça va s'épuiser, mais ça reste encore achetable si, encore une fois, la cavalerie comptable suit. Est-ce que l'écart entre la partie semi-conducteur, qui est le secteur incontestable, leader de l'année, en tout cas à ce stade, et le secteur des logiciels, qui a encore connu une séance compliquée hier aux États-Unis, est-ce que cet écart peut encore s'accroître, Kevin ? Oui, parce qu'on parle en réalité de deux différences maintenant, globalement. On parle d'un sujet qui peut être disrupté et l'autre sur lequel le marché considère que ce n'est pas le cas. C'est une fracture. Il n'y aura pas de retour à la moyenne, ou en tout cas, il n'y aura pas de... On va le souhaiter. Retour à l'état qui précédait effectivement. Je ne le crois pas. Ou en tout cas, alors si, mais c'est au logiciel de le faire. C'est-à-dire, il va falloir. Enfin, quand je dis ça, c'est à elle d'enclencher la machine, c'est le cas de le dire, pour revenir justement en dehors de synthé et dire non, regardez, on va pas être disrupté. On a des capex justement qui valent le coup, ou alors je vais pas venir me faire tailler des croupières par du cloud et anthropique. Parce que c'est encore des boîtes en croissance. C'est que SAP, les bénéfices n'arrêtent pas de croître. C'est 20% de croissance dans le cloud. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vraiment c'est du pur de-rating, quoi. Exactement, sauf que le marché aujourd'hui, il achète du résultat. Alors certes, on a de la croissance, mais dans les anticipations, encore une fois, on se dit il y a un risque de rupture qui est trop important. Le narratif de janvier n'a pas changé de ce point de vue-là. Tant mieux s'il y a un rééquilibrage. Tant mieux pour ceux qui portent encore du Salesforce dans leur portefeuille. Mais globalement, on y croit de moins en moins. Bon, un mois, il faut qu'on parle pétrole et dollars. Évidemment, les deux vont ensemble. Gardez la parole avec cette courbe du pétrole, alors qui montre, la dernière fois que vous êtes venu, donc la courbe noire, c'était la courbe du pétrole des futurs au 31 mars, donc un mois après le déclenchement du conflit, et puis vous l'avez mise à jour à date avec une courbe alors qui s'est légèrement détendue, on va le dire. Exactement, comme ça. Exactement, c'était ce que je voulais montrer, absolument. Derrière cette euphorie, entre guillemets, qu'on peut penser sur le marché, Pauline nous disait en introduction sur les prix du baril, ça reste très volatile, en l'occurrence, et on n'a pas vraiment, justement, de normalisation supplémentaire par rapport à ce que l'on avait précédemment. Par rapport au mois dernier, alors c'était intéressant, effectivement, le spot plus 2 mois continuent d'évoluer, mais ça veut dire que le scénario n'a pas bougé, c'est normalisation à l'été, et ensuite passer votre chemin. Donc globalement, effectivement, on n'a pas un vrai retour de ce point de vue-là, on n'a pas eu de grandes modifications. Ça se voit sur les prêts à terme, ça signifie aussi que les anticipations étaient plutôt bonnes, ou en tout cas, le marché ne change pas son scénario de ce point de vue-là. À terme, on le voit très bien, les prix n'évoluent plus. Ils sont plus hauts que ce qu'ils n'étaient avant le conflit. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'on ne price pas un retour à la normale. En tout cas, on ne vient pas à $60 le baril. Ça, le marché dit, vous pouvez oublier à l'heure actuelle, encore une fois. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que le cessez-le-feu sur les prix du baril, non, ça ne revient pas. Ce qui va être intéressant, Grégoire, c'est dans les anticipations d'inflation, et c'est dans la matérialisation demain de l'inflation, encore une fois. On a aujourd'hui des sujets qui sont justement qui sont très latents dans l'économie. Le marché ne le regarde pas. Nous, on donnait l'exemple d'un marché du maïs aux États-Unis. Marché de maïs, il faut de l'azote. L'azote, il passe par le détroit d'Ormuz. C'est 30 jours de livraison plus 30 jours pour atteindre les champs américains. On vient de reprendre à peu près 60 jours de livraison si vous passez par le cap de Bonne-Espérance. La saison, on donnait c'est très, très anecdotique. La saison aujourd'hui des maïs américains, la récolte c'est septembre, on voit pas comment elle peut bien se passer. Donc ça veut dire qu'on a un décalage aujourd'hui de 6 mois. Et ça, le marché, c'est un peu l'acte gênant, ne semble pas le faire. Des ramifications et des conséquences qui se matérialiseront sans doute dans plusieurs mois encore et qu'on a du mal aujourd'hui à anticiper. Je rappelle, je crois les derniers bateaux qui ont pu franchir Ormuz sont déjà arrivés à peu près à leur destination respective. Donc partant de l'idée qu'il faudra quand même à minima quelques semaines, voire peut-être une paire de mois pour s'assurer qu'Ormuz rouvre dans des conditions qui permettent de revenir au trafic antérieur, 100, 150, 200 navires qui puissent passer par jour. Ça va prendre du temps pour nettoyer, j'allais dire, toutes les routes, reconstruire et nettoyer les routes maritimes. Sachant qu'aujourd'hui, même s'il y a toujours la perspective de négociation, le détroit reste bloqué dans les deux sens. Donc le risque physique, de disruption physique sur le pétrole et ses produits dérivés, il est toujours là devant absolument. nous. C'est pour ça que cette courbe me paraissait intéressante, parce que, et puis il y a d'autres questions, alors il faut une émission entière, mais où vont passer les potentiels hausses des intrants? Est-ce que ça passera dans les prix, dans les marges? Et ça, le marché, globalement,
fermons les yeux et passons notre chemin. Rendez-vous avec les publications du deuxième trimestre. Exactement, le T1 est pas fait pour ça, le T2 est attendu avec ça maintient beaucoup d'attention. Ça maintient le suspense. Bon, et donc dans ce contexte, il faut faire attention à la faiblesse du dollar, oui, parce que le dollar a joué, à moitié, à la marge, partiellement, son statut de valeur refuge. Oui, c'est la surprise. Parce que c'est quand même, on nous a dit que c'était la plus grande crise énergétique depuis les années 80. Et on a un dollar, bon, alors c'est vrai qu'il a monté... Ça a pris, j'ai regardé, au pic de la crise, 2-3%. Ouais. Bon, et il a tout reperdu. Donc ce dollar, il est faible. Donc il y a deux scénarios. Un dollar faible qui reste sur les niveaux actuels et un dollar faible qui repart pour être encore plus faible. Je crois qu'il va rester sur les niveaux actuels, même si je soupçonne l'administration Trump d'avoir une doctrine de dollar fort et dans les faits de chercher à l'affaiblir un peu. Oui. Alors faut contrôler l'affaiblissement du dollar. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient, c'est ça, où ça peut devenir contre-productif aussi. Mais c'est passé l'année dernière. Oui, on ne fera pas les 10% en quelques mois. Mais ça, d'accord. Mais quand même, pour un investisseur, s'il y avait un dollar qui était un petit peu faible, ça pourrait encore grignoter de la perf d'action américaine de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc voilà, ça va être une année compliquée, ça va être une année sous plein de domaines qui risquent d'être un petit peu maussade. Voilà, avec on n'est plus du tout dans le registre de l'année dernière. Il y a évidemment les midterms dont on sait... Une année d'élection de mi-mandat. Voilà, exactement. Donc il ne faut pas s'attendre à des étincelles. Et en plus, voilà, ce dollar, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Il est faible. Je pense qu'il ne va pas beaucoup bouger, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Mais s'il devait bouger, je crois qu'il serait plutôt orienté à la baisse qu'à la hausse. Bon. Il nous reste une minute. Si, toujours intéressant de regarder, on en a moins parlé, mais parler des marchés de crédit, alors qu'on peut catégoriser dans des classes d'actifs risqués quand même. Kevin, là aussi, vous nous montrez alors comment ont évolué les spreads effectivement depuis le début de l'année et où est-ce qu'ils se situent aujourd'hui. Bon, en fait, tout est revenu très très vite là aussi. Oui, on a eu peu d'écartement. Alors il y a plusieurs éléments. Le marché du crédit, ça fait des mois qu'on le dit, il est pauvre, il présente quasiment plus d'intérêt et on a il est cher quoi. Il est cher, voilà, en valorisation il est très cher. C'est ça. Et on n'a pas eu de mouvement justement, comment est-ce qu'on peut le regarder, de mouvement de spread très important. Qui permettent de revenir. Exactement. Quasiment au plus fort de la crise, on avait un écartement des spreads, on était sur du triple B européen, on avait cette métrique-là en tête, c'était 90 points de base le spread. On est déjà monté à 500 points de base dans des crises bien plus importantes, certes. Donc sur le marché obligataire, corporate effectivement ici, donc d'entreprise, on a aujourd'hui un retour à la normalité, mais surtout un retour à la cherté. Ça pose un vrai problème. Il n'y a pas eu d'opportunité délirante là non plus. Il n'y a pas eu d'opportunité, le spread s'est quasiment pas écarté. En fait, on pouvait avoir une opportunité si vous regardez uniquement le niveau du taux absolu. C'est-à-dire que, ça a été très bien dit par Pauline tout à l'heure quand elle donnait les chiffres, on a des niveaux de taux qui ont augmenté mécaniquement. Donc ça a suivi du côté des corporates. Donc c'est pour ça que le spread ne s'est pas écarté. Mais globalement, sauf si vous êtes maintenant à considérer que les taux vont rebaisser de la part des banques centrales, vous ne pouvez pas jouer cela. Et le seul sujet, c'est qu'encore une fois, malgré cette hausse du taux de base, on est toujours à 3,50, 3,90 sur du triple B européen. Ça devient effectivement quasiment impayable, avec un vrai risque à la 2023, qui n'est pas aujourd'hui ni pricé ni dans nos scénarios, mais qui sont un risque justement, certes, d'une hausse des taux de la part de la BCE, je ne parle pas de la Fed, mais de la BCE, qui laisse encore plus courir la duration, et là, ça peut être très destructeur. Le vrai sujet en gestion privée en ce qui nous concerne, du coup, c'est la diversification. Parce que le sujet, il est là, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver des relais de diversification. Ça a très bien été dit avec le dollar, on ne peut pas aller vers un safe haven que l'on pouvait considérer comme du 10 ans américain. On peut s'en mordre les doigts sur l'année dernière, par exemple, si on le fait. Donc, on n'a plus cette garantie-là. L'obligataire ne présente plus d'intérêt. Donc, on doit trouver des stratégies alternatives. Et c'est ça la vraie difficulté aujourd'hui pour l'investisseur. Il n'y a plus un refuge, il faut trouver différents refuges. Il y a de la corrélation qui est revenue et en plus, c'est très cher. Merci beaucoup, messieurs. Bon week-end, bonne semaine à venir avec les résultats des GAFAM, les banques centrales, les premières estimations de croissance du premier trimestre. Ce sera une semaine très chargée et on se revoit bien sûr en mai. Laurent Albi qui était avec nous et Kevin Lenouaille.